Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans le 20h de TFM. Dans l'actualité de ce lundi, déguerpissement à Colobane. Quel impact au lendemain de la visite du Premier ministre? Vous le verrez, la situation reste confuse. Reportage à suivre. Table ronde nationale d'évaluation du processus électoral. Le scrutin présidentiel du 24 mars a permis de franchir un nouveau palier dans l'enracinement de la démocratie au Sénégal. Le président du collectif des organisations de la société civile salue la maturité du peuple sénégalais. Et puis au lycée Limamoulaye, des professeurs dénoncent des défaillances de construction à l'établissement. Les accidents à répétition mettent en danger la vie du personnel et des élèves. Voilà pour les titres et tout de suite de développement. C'est loin d'être gagné à Colobane. Le changement, c'est pas pour maintenant. Les commerçants regrettent cependant le manque de communication. Quel impact au lendemain de la visite du Premier ministre? Nos équipes sont retournées sur place. Pape Faraning, Alassane Ba. À peine déguerpis, certains tabliers du marché Colobane commencent à revenir sur les lieux. Ces derniers n'apprécient pas la démarche du maire et de certains riverains de la localité, qui ont détruit toutes leurs marchandises. Durant 2 jours, ils ont tout détruit sur leur passage, occasionnant beaucoup de pertes chez les commerçants. Vraiment, c'est déplorable. Il avait pourtant dit qu'il allait se limiter aux gens qui encombraient la route. Ils n'ont pas respecté leurs paroles. Seuls les tabliers sur la voie publique étaient concernés. Si seulement c'était pour nettoyer le marché, il fallait entamer des discussions pour arrondir les angles avec une bonne organisation. Ils ont profité de la fête de la Tabaski avec l'aide de quelques habitants pour tout détruire. Certains ont même volé nos marchandises. Vraiment, on ne comprend plus. Impliqué dans tout le processus de désencombrement, le collectif des habitants de Colobane campe sur sa position et n'acceptera plus des tabliers occuper la voie publique et la devanture de leurs habitations. À 100% parce que désencombrement. On est en phase avec le maire. C'est toute la jeunesse de Colobane qui a participé aux activités. On n'est pas satisfait en ce moment. Nous voulons l'élargissement du désencombrement. Aujourd'hui, nous avons détruit les tables. Il faut aussi voir avec les cantines dans les quartiers. Si la visite du Premier ministre est saluée par les commerçants, certains habitants de Colobane dénoncent cette attitude d'Ousmane Sonko. Nous avons reçu et entendu le Premier ministre Ousmane Sonko et maintenant il faut nécessairement des discussions. Nous interpellons le président de la République, le Premier ministre et le maire pour trouver une bonne solution. Nous avons écouté le Premier ministre et nous avons espoir en lui pour trouver une bonne solution pour tout le monde. Les désencombrements ont démarré à Kermassar sans problème. Nous avons un problème de terrain depuis longtemps. Le Premier ministre s'est déplacé sous la demande du coordonnateur de PASTEF à Colobane. Cette visite est purement politique. Quelques heures après l'opération de désencombrement qui a entraîné une vive polémique avec l'intervention du Premier ministre, le marché Colobane a retrouvé son ambiance des grands moments, comme si de rien n'était. Et pourtant, toutes les précautions d'usage ont été prises pour le maire de la commune de Fass-Gueule-Tapée-Colobane. Cependant, Abdelaziz Paye se dit surpris par la tournure de cette affaire. Le 7 mai 2024, le ministre de l'Intérieur a sorti une circulaire demandant aux autorités administratives de se rapprocher des maires et des conseillers départementaux pour pouvoir régler ce problème de l'encombrement de la voie publique et des accordements sur la voie publique. Et sur ces entrefaits, nous avons saisi l'opportunité, après une demande incessante des populations quand même, qui de ne cesse ont toujours demandé à la mairie de les accompagner et de les aider dans ce sens. Nous avons écrit au sous-préfet de Dakar, nous avons écrit aussi au préfet de Dakar, au gouverneur de Dakar, au commissariat des 2 arrondissements, à savoir l'arrondissement de Bel-Air et l'arrondissement du 4e arrondissement de la Médina, pour que vous puissiez nous accompagner sur ça. Ensuite, nous avons mis en place un comité. Après ce que j'ai cru comprendre, le Premier ministre était venu voir l'état de la situation. Je crois que lui-même, il a pointé des doigts hier, tout le monde l'a entendu dire que même les cantines que je vois devant moi là-bas, ils doivent disparaître.
Donc ça veut dire qu'il sait très pertinemment que ce que nous sommes en train de faire, nous ne le faisons pas pour déranger qui que ce soit, mais nous le faisons tout simplement pour le bien-être et des populations, mais aussi et des commerçants et de leur sécurité. Parce que c'est une question parfois de sécurité publique. Il faudrait que nous tous nous prenions nos responsabilités, autorités locales, autorités centrales, afin d'enrayer de façon définitive ce problème-là, parce que nous pensons humblement que nous tous nous avons été élus dans le but d'apporter des réponses adéquates aux préoccupations des Sénégalais. Et puis l'autre grand titre de cette édition, au lycée Limamoulaye de Guédiawaye, des professeurs dénoncent des défauts de construction à l'établissement. Les accidents à répétition mettent en danger la vie du personnel et des élèves. Voici à ce propos Marie-Hélène Dione, professeure au lycée Limamoulaye. Cet édifice fait partie d'un lot de réalisation comprenant 4 logements administratifs et 10 salles de classe, pour un coût global estimé à 500 millions de francs CFA, soit un demi-milliard de francs CFA. Un demi-milliard de francs CFA pour 4 logements administratifs, un amphithéâtre, 10 salles de classe. Face à cette irresponsabilité manifeste, lâche, criminelle, face à cette légèreté, face à cette négligence, nous, enseignants du lycée Seydina Limamoulaye de Guédiawaye, nous, personnels du lycée, nous, parents d'élèves, nous, gouvernement scolaire et élèves, exigeons l'ouverture d'une enquête libre et transparente pour que toutes les responsabilités soient situées. Que tous les responsables, à tous les niveaux, soient identifiés et sanctionnés. Nous exigeons également que le bâtiment soit intégralement rasé et reconstruit. Nous ne voulons pas de bâtiment rafistolé, nous ne voulons pas de bâtiment retapé, nous voulons un autre bâtiment pour que pareille situation ne se reproduise plus. À l'université Gaston Berger de Saint-Louis, après la visite du ministre de l'Enseignement supérieur, les élèves mettent en garde. Ils demandent au ministre de respecter ses engagements après avoir constaté les difficultés. En 2024, le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation a fait le déplacement au niveau de cette université. Nous avons noté des problèmes liés à la connectivité, des problèmes liés à l'électricité, des problèmes de salles de cours et de TD. Allant dans ce sens, nous avons aussi fait le déplacement au niveau social. Au niveau social, nous avons des problèmes liés à l'assainissement qui causent d'énormes soucis aux étudiants. S'en suivra les problèmes liés à l'eau, qui est une source vitale. Ensuite de cela, la restauration, qui occupe une place prépondérante dans la vie estudiantine. Et pour finir, des problèmes liés à l'hébergement. Le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation a pris des engagements forts par rapport à ces différents problèmes soulevés. Nous comptons recevoir de nouveaux bacheliers pour le compte de l'année académique 2024-2025. Et aujourd'hui, la coordination des étudiants de Saint-Louis tient à rappeler au ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation que si toutefois ces engagements ne sont pas pris en compte, ne sont pas respectés par ces autorités-là, il n'y aura pas de rentrée en octobre. Table ronde nationale d'évaluation du processus électoral. Le scrutin présidentiel du 24 mars a permis de franchir un nouveau palier dans l'enracinement de la démocratie sénégalaise. Le président du collectif des organisations de la société civile salue la maturité du peuple sénégalais. Compte rendu à Alassane Ba. La société civile, à travers le COSC, a tout le temps produit des réflexions qui vont dans le sens d'améliorer notre processus électoral. Cette table ronde rentre dans ce cadre. Il s'agit de tirer des leçons des différentes élections. Le COSC, qui a pu dérouler un programme de 3 ans dénommé Nieti Élections, comprenait 3 élections. Nous avons eu à capitaliser toutes les élections en pointant du doigt ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, les forces, les faiblesses de notre système électoral. Et aujourd'hui, donc, on va passer tout ça en crible pour, in fine, produire un cahier de recommandations citoyennes avec des projets de réforme qui vont alimenter les réformes envisagées par l'État du Sénégal. Il est évident qu'aucun système électoral n'est parfait, mais le plus important, c'est d'évaluer et de prendre des mesures. Et donc les mesures qu'il faut prendre seront prises par les autorités compétentes.
Le président de la République, lors de son adresse à la nation le 3 avril, l'avait déjà annoncé, donc en parlant des réformes du processus électoral. Je pense que peut-être les rencontres prochaines vont nous édifier sur les mesures qu'il faut prendre pour pouvoir tout simplement renforcer donc, le processus électoral sénégalais. Mais j'avoue qu'on a un processus quand même qui a eu à connaître beaucoup d'évolutions en matière démocratique. Des évolutions saluées par l'ambassadeur des États-Unis, Michael Raynor, rappelle que tous les pays démocratiques cherchent à renforcer cette démocratie et une rencontre du genre regroupant les parties prenantes constitue un cadre idéal pour discuter et s'accorder sur beaucoup de questions. C'est vraiment ça, c'est pour voir ce qu'on peut renforcer, ce qui est déjà une fondation très très solide ici au Sénégal, pour mieux perfectionner cette démocratie extraordinaire. Et on a vu un exemple de ça avec les récentes élections qui ont eu lieu un peu d'une façon compliquée, mais qui se déroulent d'une façon impeccable. Donc c'est déjà une fondation très forte. Mais toutes les démocraties peuvent profiter de cette réflexion et de ramasser et de parler ensemble de façon sereine des défis et des buts et des résultats attendus. L'objectif de cette table ronde qui regroupe autorités, diplomates, acteurs politiques, acteurs de la société civile est de discuter du processus électoral et de promouvoir la transparence et la démocratie. Merci Alassane. Tout autre chose à présent, effectivité de la baisse des prix de certaines denrées. À Thiès, le chef du service de commerce et des agents et associations des consommateurs assure la veille. Le niveau est satisfaisant, le niveau d'application est satisfaisant selon Khadim Ndiaye. Il est interrogé par notre équipe dans la cité du Rail. Comme vous le savez, aujourd'hui nous avons déployé une équipe de contrôle sur le marché, ensuite au niveau des quartiers, des grands quartiers de Thiès. Donc nous avons procédé à une mutualisation des moyens au niveau de toute la région qui nous a permis de mobiliser quand même 5 véhicules et plus de 30 agents. Nous sommes descendus aujourd'hui sur le marché pour veiller à l'effectivité des mesures de baisse qui ont été décidées par le gouvernement du Sénégal. Donc, ce qu'on a pu constater pour le moment, c'est qu'effectivement, il y a un niveau satisfaisant d'application des prix. Et que nous avons déjà constaté avant même la tenue du Conseil régional de la consommation. Mais il est toujours bon quand même, comme dit l'adage, la confiance n'exclut pas le contrôle, qu'on puisse aujourd'hui descendre sur le terrain pour nous assurer effectivement que les prix sont en train d'être appliqués donc au bénéfice des populations. Et effectivement, aujourd'hui, sur pas moins de 50 commerces visités, on a pu pour le moment constater que 2 infractions. Les 2 concernent donc le sucre et le reste, c'est sur la farine. Ici, à Thiès, il n'y a pas d'importation. Nous n'avons que 3 stades de commerce. Le stade gros, le stade demi-gros et le stade détail. Et le forfait transport, le différentiel de transport ainsi que les marges ont été appliqués en fonction donc, de ces 3 stades de commerce. Le problème c'est qu'il y a des commerçants qui veulent être à la fois donc, grossistes, demi-grossistes et détaillants. Et ce que la loi interdit formellement. Parce que les marges bénéficiaires, aussi bien les marges bénéficiaires que le différentiel de transport a été appliqué sur les prix de façon consensuelle. Donc en cas de constatation de pratique de prix illicite, le service peut procéder à une saisie du produit objet de l'infraction. Ce que les éléments sont en train exactement de faire. Alors maintenant à Louga, les jeunes du village de Bahar Diop, situé dans le département de Louga, en colère. Le village est au cœur d'un différend avec la mairie de Guidilé concernant un lotissement récemment effectué. Selon les jeunes, ce lotissement ne respecte pas les droits des populations. Voyons tout cela avec Tiernophal. Le cœur du conflit réside dans la distribution des parcelles de terrain. Les jeunes de Bahar Diop affirment que la mairie de Guidilé a attribué les terrains à des personnes venant de l'extérieur au détriment des habitants locaux. Illicitement, la mairie avait conclu un accord de 70% pour la population avec certains de nos dignitaires sans consulter les jeunes. Concernant le lotissement de nos terres, nous, les jeunes, rejetons catégoriquement cet accord. Cette décision a créé un sentiment de frustration et d'injustice parmi les jeunes qui estiment que les droits des villageois ont été bafoués. Parce qu'on ne peut pas accepter
des habitants de village ne peuvent pas avoir des terres, alors que des autres personnes qui venant d'autres contrées viennent occuper, s'accaparer nos terres. Ça, c'est ça que nous dénonçons. Les manifestants appellent les nouvelles autorités étatiques à intervenir. Ils demandent l'annulation du lotissement et la restitution des terres. Et nous interpellons le président de la République du Sénégal. Nous interpellons son premier ministre ainsi que le gouverneur de la région qui est son représentant ici. Nous demandons l'annulation totale du lotissement effectué par la mairie et la restitution complète des terres du village de Bagdad Diop. Ces terres sont ceux de notre patrimoine et nos moyens de subsistance. Et leur spoliation compromet gravement à notre avenir ainsi que l'avenir de nos enfants. Après cette sortie, les jeunes de Bagdad Diop restent mobilisés et espèrent que le gouvernement écoutera leurs revendications et interviendra pour satisfaire leurs demandes. Et selon la commission domaniale de la municipalité, le lotissement en question a été effectué depuis avril 2023 et sous la demande des propriétaires des terres et du chef du village. Voici le président de la commission, Morgom, avec Tierno Fall. Il faut préciser d'abord aussi que le maire, depuis son installation, le 9 février 2022, n'est ni demandeur ni l'initiateur d'un quelconque lotissement dans la commune de Ngidila. Ce sont les propriétaires de Bagdad Diop eux-mêmes, accompagnés de leur chef de village, qui se sont déplacés vers la mairie pour solliciter l'extension de leur village pour permettre à la jeunesse d'avoir des parcelles à usage d'habitation. Suite à cela, la demande a été présentée au conseil municipal qui l'a votée unanimement. Ensuite, des discussions ont été entamées pour les modalités de mise en œuvre. Suite à cela, il a été retenu, après discussion, d'octroyer 441 parcelles à la population de Bagdad Diop et 200 parcelles à la collectivité locale. Cette population-là a pris même en compte les enfants âgés de moins de 10 ans. Le plan de lotissement a été donné à la commission depuis 1 an. Ça fait plus d'1 an. Nous-mêmes, on est surpris par la tournure des événements. Et puis, toute autre chose, le projet Djapal Madjap, une initiative des jeunes catholiques de la branche rouge de Dakar, vise à renforcer les capacités à mettre en valeur le savoir-faire des guides. Le projet s'étale sur 3 ans. Les activités ont été lancées hier. Écoutons là-dessus Daniela Bachi. Le guidisme regroupe des filles âgées de 7 ans et plus. Nous avons 3 branches. Nous avons les Jeannettes. Elles sont âgées de 7 ans à 11 ans. Nous avons les guides compagnie. Elles sont âgées de 11 ans à 16 ans. Et nous avons les guides aînés qui sont âgés de 16 ans et plus. Les guides aînés, elles sont la branche rouge, communément appelée le feu. Ce sont les guides âgés de 16 ans et plus. Dans cette branche, on y apprend à être autonome, responsable et entreprenante à travers le leadership. Nous avons mis en place un projet dénommé Djapal Madjap pour former des guides autonomes, entreprenantes et soucieuses de leur société, c'est-à-dire des citoyennes soucieuses de leur société. Pour cela, nous avons des objectifs. Parmi ces objectifs, nous voulons renforcer nos capacités et mettre en place notre savoir-faire. Nous voulons aussi impacter à travers le service. Et nous voulons impacter à travers le service. En place un service. Le deuxième objectif, c'est d'impacter et de servir la société. Et puis un mot de sport, lui se sent pousser des ailes au lendemain de sa victoire sur Gris Bordeaux. Ama Baldé veut affronter désormais le lutteur franc, un cran au-dessus. Voyons ce reportage à Pikine, Abifay. Ama ouvre une nouvelle page de sa carrière de lutte. Au lendemain de sa victoire contre Gris Bordeaux, le Pikinois n'a pas pris le temps de se reposer.
Il a déjà repris les entraînements. Actuellement, il est allé s'entraîner. Vous l'avez remarqué, il n'est pas ici. Ce matin, il est allé remercier les voisins. Une victoire sous l'égide de l'Union des cadors de la lutte appartenant à Pékin. Je vais vous dire une chose, quand les Pékinois sont unis, ils sont très dangereux. Il faut toujours se méfier d'eux. Il y a d'autres qui n'habitent pas la commune, qui sont venus créer des histoires qui n'existaient même pas entre les lutteurs. C'est ce qui nous fatigue à Pékin. Le fils de Falaye ouvre déjà les perspectives. Il veut se frotter à franc le poulain de son tombeur et roi des arènes, Modulo. Une déclaration qui ne rencontre pas l'adhésion de ses supporters. C'est sous le coup de l'émotion qu'il a tenu ses propos. Mais nous n'allons pas accepter qu'Ama affronte Franc. Il n'a rien fait dans la lutte. Dans les normes, Ama Baldé ne doit pas demander Franc. Il y a d'autres jeunes qui sont là, comme Pokola. Ils se sont affrontés et Franc sait bel et bien qu'il ne peut rien contre ce petit-là. Si toutefois le combat est ficelé, le triomphe d'Ama ne fait aucun doute. Ama Baldé est plus fort que Franc. Il est aussi plus fort que tous les autres lutteurs. C'est lui-même le lutteur qui a pris l'initiative de demander Franc. C'est dans ce combat que Franc saura qui est Ama Baldé. C'est un vrai mastodonte. Ama a dit ce qu'il croit. C'est un lutteur. Ils doivent s'affronter. Si Franc est d'accord, c'est un bon combat. Certains fans se projettent déjà vers la reconquête de la couronne. Ces deux lutteurs veulent s'affronter, donc pourquoi pas? Que Dieu nous donne une longue vie, mais nous savons bel et bien que le titre de roi des arènes va revenir à Pékin. Seule la victoire en est capable. Pékin retrouve confiance et bagou. Ama Baldé, son plus célèbre lutteur, a redonné l'espoir du retour du titre du roi des arènes à Pékin. Merci Habib, c'est la fin de cette édition. Merci infiniment de l'avoir suivi. Je retrouve dans un tout petit instant pour Soir d'Info la suite avec Madame Sorna Jane Baké. À tout de suite.